BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité ce vendredi, c'est David Claraval. Bonjour. Bonjour. Ministre du budget et de la fonction publique au gouvernement fédéral, membre du mouvement réformateur. 12 milliards et demi de trous budgétaires en 2020. Ce chiffre, il est correct ou il n'est pas correct ? Mais écoutez, ce chiffre, c'est en fait une extrapolation qui a été faite par des journalistes sur base des chiffres du bureau du plan. Donc, prenons un peu de hauteur et prenons un peu de recul par rapport à ces chiffres. Les seuls chiffres qui sont vérifiables aujourd'hui, qui sont officiels et faits par des organismes indépendants, déclarent qu'en 2019, on a un déficit de 8,7 milliards. Donc ça, c'était pour l'an dernier. Voilà. Le bureau du plan a sorti son étude et qui est très positive, en fait, finalement. Donc la conjoncture économique est plutôt bonne. Oui, la croissance est en hausse, la création d'emplois continue, on a créé 320 000 emplois, on va encore en créer plus de 50 000 l'année prochaine. On a vraiment toute une série de bonnes nouvelles qui sont annoncées par le bureau du plan. Et puis, certains font des extrapolations, le PS notamment, qui dit qu'il va y avoir 12 milliards de déficit. Prenons un peu soyons relatifs. Le gouvernement Di Rupo, à la fin du gouvernement Di Rupo, nous avions 14 milliards de déficit à l'époque. Donc quand j'entends M. Laoueche dire qu'il y a un abysse qui s'est créé, on est encore bien loin de ce que le PS avait laissé au sortir du gouvernement de Di Rupo. Donc un peu de recul, un peu de sérieux, s'il vous plaît, par rapport à cette approche. Il y a quand même un déficit qu'on avait imaginé aux alentours de 9 milliards. Et effectivement, si le bureau du plan ne sort pas de chiffres, tous les économistes ont pu se saisir des données du bureau du plan et faire des extrapolations. Et tout le monde est effectivement aux alentours de 12 ou 12 milliards et demi de déficit pour 2020, c'est quand même 3 milliards de plus que prévu. Ça vous inquiète pas ? Alors, d'où viennent ces... C'est parce que les recettes fiscales sont moins élevées que initialement prévues. Plusieurs éléments. Tout d'abord, dans un budget, il y a deux colonnes. D'abord, les dépenses. Vous devez savoir qu'en fait, chaque année, rien qu'en matière de pension, nous avons près de 1,7 milliard en plus de dépenses à trouver. Et cela continue, cela va en s'accentuant. Et donc cela explique une partie du dérapage. Les régions, les communautés font un dérapage totalement incontrôlé. À Bruxelles, dans les autres régions, on voit vraiment qu'on double le déficit en une année. On a 1,4 milliard en plus à prendre en charge, parce que le 12 milliards, ça n'est pas que l'État fédéral, il y a aussi les régions. Et ça, le PS l'oublie. Ils sont à la manœuvre dans les régions depuis très longtemps, et là, ils ne contrôlent absolument pas leur budget. Oui, le mouvement réformateur est aussi au pouvoir en région wallonne. Pas à Bruxelles, et depuis beaucoup moins longtemps, s'il vous plaît. Mais donc, il faut quand même voir que sur les dépenses, il y a ces deux dérapages-là. Par contre, je suis d'accord avec vous, au niveau des recettes, là, on voit qu'il y a moins de recettes. Et ce n'est pas du tout au niveau du tax shift, parce que le PS dit le tax shift est incontrôlé. Ouais. C'est faux, le tax shift est totalement financé. Au contraire, le tax shift a rapporté, grâce aux cotisations, grâce aux 300 000 emplois créés, grâce au pouvoir d'achat qu'il a apporté en plus, il a sauvé la sécurité sociale qui est à l'équilibre. Ouais. Il n'y a pas un rapport de la Banque nationale qui disait qu'il était insuffisamment financé à hauteur de 4,8 milliards ? Ça, ce sont les recettes. Ouais. Alors là, M. Grosfilet, soyons clairs, il y a des recettes qui ne sont moindres que prévues. Mais ce n'est pas le tax shift. Nous avons l'ISOC. Ici, j'ai 861 Donc l'ISOC, c'est l'impôt sur les sociétés. Ouais. L'impôt des sociétés, 861 millions. Ce texte a été voté fin législature. Les mesures correctrices qui auraient pu être prises par les budgets successifs n'ont pas pu avoir lieu parce qu'il n'y a plus de gouvernement depuis 1 an et demi. Si vous permettez, d'autres recettes fiscales en berne, c'est le précompte mobilier. Près de 500 millions d'euros, tout simplement parce que les taux d'intérêt sont plus bas. Les versements anticipés, 634 millions en moins, parce qu'il y a une réforme qui a fait qu'on a anticipé les versements anticipés en 2018. Et donc, on revient à une situation normale. Donc, ce n'est pas le tax shift qui crée le tax shift, il est vraiment équilibré, financé. Ça a vraiment été un basculement. C'est pas une perte à gagner pour la sécurité sociale lorsqu'on baisse les cotisations des employeurs. Si on a diminué les cotisations, ça a permis de créer 300 000 emplois. Et quand vous regardez les chiffres du bureau du plan, vous voyez que le tax shift est financé. Ce sont d'autres recettes, l'ISOC, je viens de le dire, qui sont impactés. Mais donc, il est faux de dire que le tax shift vient amputer le budget de recettes conséquentes. Au contraire, le tax shift a donné du pouvoir d'achat, plus de 100 € par mois par famille. Il a créé plusieurs centaines de milliers d'emplois. Et donc, c'est ça le résultat du tax shift. Ouais. Donc, il y a quand même une contestation, notamment d'universitaires à la KUL qui avait fait une étude sur le tax shift en disant que tous les emplois n'étaient pas liés au tax shift. Il y en avait une partie qui était liée à la croissance. Mais bon. Oui, mais la croissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bureau du plan l'a dit, c'est aussi grâce au fait qu'on a redonné de l'argent aux gens qui ont créé des recettes supplémentaires. Donc on ne touche pas au tax shift, on le maintient.
pour la prochaine législature, c'est ça l'idée? On entend que le PS veut taxer les gens, hein, clairement, puisqu'ils disent on veut revenir sur le tax shift. Le tax shift, c'était simplement une... Ce qu'il a demandé pour l'instant, c'est un audit. Est-ce que vous allez le faire? Mais l'audit, il est permanent. Vous savez très bien qu'au budget, on est constamment en train de scruter les chiffres. Et pas plus tard qu'hier au Parlement, j'ai annoncé qu'on allait demander un comité de monitoring sur base des chiffres du bureau du plan qui va arriver fin du mois de mars. Donc le comité de monitoring, il va étudier le bilan du tax shift? Bien sûr, entre autres. Il va, comme toujours, le comité de monitoring va prendre tous les chiffres, va agréger tous les chiffres en notre position de manière bottom-up, de telle sorte à ce qu'on puisse avoir une vision totalement claire sur ce qui nous attend pour l'année prochaine. Et donc quand le PS, mais aussi Écolo, disent cette politique, il faut quand même l'évaluer et envisager qu'on en change pendant la prochaine législature, au mouvement réformateur, vous répondez non? Monsieur Lawesh est un homme intelligent et il n'est pas distrait. Donc quand il dit ça, c'est de l'enfumage préélectoral, monsieur Grosfilet. De l'enfumage préélectoral, c'est-à-dire qu'on est en campagne? Oui, il jette le trouble, il mélange tout, de telle sorte à ce que les gens aient peur. Je rappelle qu'on est dans une situation bien meilleure que ce que le PS nous l'avait laissé avec Di Rupo au sortir du gouvernement Di Rupo. Et en fait, il fait peur parce qu'on voit très bien que le PS est en campagne préélectorale. Ça veut dire qu'on n'est plus en train de négocier la formation d'un gouvernement, on prépare les prochaines élections, c'est ça que je dois entendre? OMR, en tout cas, nous, on est prêts à négocier, on a négocié. Vous avez vu que les informateurs Boucher et Kunz ont fait un travail remarquable, ils ont réussi à faire des avancées importantes. Oui, on n'a pas lancé de négociation non plus, à la fin de leur mission. Bien sûr, on a été les premiers à mettre autour de la table le PS et la NVA. On a discuté sur plusieurs sujets, la pension à 1500 €, la norme de croissance des soins de santé et d'autres choses. C'est la seule fois où on a pu vraiment avoir des négociations. Mais si on est encore marre préélectoral 15 jours après, c'est que ça n'a pas réellement réussi. Parce que les exclusives Écolo refusent même de parler avec la NVA, avant même les élections. Le PS dit qu'il veut le faire, mais en réalité, il y a un canyon, c'est M. Magnette qui a dit ça, entre la position du PS et la NVA. Donc on voit bien qu'ils disent oui, mais qu'ils font non. Et hier, on a senti qu'ils montaient d'un cran dans leur positionnement contre la confection d'un gouvernement. On voit très clairement qu'ils préparent... Enfin, nous, c'est le sentiment qu'ils nous donnent. On a l'impression qu'ils préparent une campagne électorale. Ça veut dire qu'on ne doit plus négocier, ça ne sert plus à rien? Nous, maire, on veut négocier. On pense que c'est complètement fou de vouloir maintenant jouer avec des allumettes. Il faut rapidement un gouvernement de plein exercice pour vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, corriger les dérapages qui peuvent se faire notamment au niveau de certaines recettes, au niveau des pensions, pour éviter d'avoir un problème avec l'Europe à un certain moment. On risque quand même à un moment d'avoir une amende européenne pour cause de déficit excessif. Hein. C'est clair que si on ne prend pas des mesures rapidement, à un moment donné, l'Europe va commencer à se poser des questions. Oui, une dernière question sur ce terrain-là. Vous qui êtes ministre du budget, est-ce que malgré tout, il n'y a pas une inquiétude et une vraie réflexion à avoir sur le financement de la sécurité sociale dont on sait qu'elle n'est pas à l'équilibre? Et est-ce que le tax shift n'a quand même pas là, quand même, un petit peu accentué les choses? Non, je me répète, le tax shift, toujours pas. Mais non, je ne vais pas vous changer de position parce que vous posez 3 fois la même question. Le tax shift a sauvé le financement de la sécurité sociale. La sécurité sociale est à l'équilibre encore aujourd'hui. Oui, elle ne le sera pas dans les prochaines années. Mais si, parce que la diminution des cotisations sociales crée de l'emploi. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui travaillent. On dépense donc moins d'argent par l'année, mais il y a moins de chômeurs. On parle quand même de 3 milliards de déficit à la sécurité sociale. Et je viens de vous dire que c'était l'ISOC, que c'était donc c'est pas le tax shift. C'est pas le tax shift, je me répète. Ouais, il faut quand même la refinancer, cette sécurité sociale, ou pas? Mais pour le moment... Est-ce que la dotation de l'État fédéral, elle doit progressivement s'éteindre? Ça, c'est le débat sur la norme de croissance. Donc aujourd'hui, il y a une norme de croissance en sécurité sociale de 1,5. C'est un des sujets qui était sur la table au niveau des négociateurs. C'est clair que, est-ce qu'il y aura une norme de croissance supérieure ou inférieure? Il n'y a pas que augmenter les recettes. Il faut aussi penser qu'il y a peut-être... On est le deuxième pays le plus taxé en Belgique. Il y a peut-être aussi certaines dépenses qui peuvent diminuer. Lesquelles? Je vois qu'il y a toute une série de normes de fonctionnement, de frais de fonctionnement qui peuvent diminuer. Il y a des transferts qui sont également parfois très importants. Et donc, je crois que tout le monde... Des frais de fonctionnement dans la sécurité sociale? Eh bien, la norme de croissance, si vous avez une norme de croissance inférieure, c'est certain qu'il y aura alors des diminutions de financement de la sécurité sociale. Mais par exemple, dans les régions, là où il y a un gouvernement de plein exercice, ils peuvent dès aujourd'hui lutter contre le dérapage qui est actuellement en train de se passer là-bas. Donc vous allez faire passer le message à Willy Boursu et Jean-Luc Cruc qui sont membres du gouvernement wallon, par exemple? Oui, depuis 2 ans. Par contre, à Bruxelles, le MR est dans l'opposition depuis très longtemps. Est-ce que les fonctionnaires sont assez bilingues? Je pose la question à celui qui est ministre, non pas du budget, mais de la fonction publique aussi. Ah oui, en effet, ça c'est une bonne question. On a souvent une image assez négative de la fonction publique, et notamment fédérale. On a l'impression que le bilinguisme n'est pas suffisant. Donc il y a eu une réforme en 2017 qui a été mise en place, et on a constaté que tous les top managers, 100% des top managers aujourd'hui sont bilingues.
Il y en avait 3 qui ne l'étaient pas. Ils ont été, soit un a été pensionné, un a été déplacé, un a été licencié. Mais donc tous les hauts fonctionnaires, ça c'est bon. Totalement bilingues. Ensuite, on a je vais faire simple, les cadres moyens, disons, qui ont une capacité d'évaluation, chefs de service. Ouais. Là, on est plus ou moins à 50% de bilingues. C'est ce que écrit le journal La Dernière Heure ce matin. Vous avez testé 1843 personnes, c'est ça? Oui. Et on a plus ou moins 50% qui sont bilingues. Et alors, au niveau de l'ensemble de la fonction publique fédérale, donc je ne parle pas des policiers, je ne parle pas de la justice, je parle vraiment des fonctionnaires fédéraux. Là, on est à 27%. Ce sont des chiffres de 2018 qui maîtrisent à des degrés divers l'autre langue. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas assez bien? Est-ce qu'on peut faire mieux et comment on fait mieux? Moi, je trouve que ce n'est pas mal. Il faut que ça soit encore meilleur, mais on voit que l'accroissement est positif, la tendance est positive. Il y a eu des incitants qui ont été mis en place. Il faut les accentuer. Et je rappelle quand même que la fonction publique fédérale n'est pas que basée à Bruxelles, et donc parfois, il n'est pas utile d'être bilingue. Quand on est à Arlon, dans un service fédéral, on a très peu de chances de parler néerlandais, et donc ça n'est pas obligatoire, je le rappelle. C'est le service qui doit être bilingue, ça n'est pas le fonctionnaire. Donc ici, on a quand même un regard positif. On peut encore faire mieux. Et on souhaite. Il y a des actions de formation pour les fonctionnaires fédéraux. Oui. Ils peuvent avoir des cours de langue. Il y a même des primes qui sont mises en place. On pourrait peut-être augmenter les primes, mais ça, ce serait l'objet d'un nouveau pour un futur gouvernement. On revient à du budget. David Clarinval est notre invité. On va le retrouver dans quelques minutes, juste après le journal de 12h30. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve David Clarinval, ministre du Budget au gouvernement fédéral. Manif Climat tout à l'heure, ça continue de préoccuper une partie de la jeunesse, ça préoccupe aussi le gouvernement fédéral, même s'il est en affaires courantes? Évidemment, au niveau fédéral... Marie-Christine Marguem, notamment, a fait des avancées importantes. On a fait notamment beaucoup plus en mer du Nord d'éoliennes que ce que les gouvernements précédents en avaient fait. Et on voit aujourd'hui que c'est le fédéral qui est un des moteurs de l'installation d'énergie en Belgique. Et donc, les efforts pour diminuer les émissions de CO2 ont été pris à bras-le-corps par le gouvernement précédent. Et Marie-Christine Marguem, notamment, continue sur cette voie. Et on voit que les résultats commencent à être perceptibles. Oui, Georges-Louis Boucher, président du mouvement réformateur, a indiqué ce matin que notamment la poursuite du nucléaire, ça faisait partie des choses qui seraient dans le cadre d'une négociation. On n'est plus tout à fait sûr de vouloir sortir du nucléaire au mouvement réformateur? Écoutez, moi, à titre personnel, tout le monde sait que moi, mais c'est ma position à titre personnel, je suis en faveur de la prolongation du nucléaire parce que si l'on veut avoir de l'énergie à un prix abordable, en suffisance, sans augmenter notre énergie, nos émissions de CO2, il n'y a pas moyen de respecter le planning. Mais ça, c'est ma position personnelle. Et donc, au niveau du MR, on pense qu'il faut avoir une évaluation de la possibilité, tout simplement, de mettre en œuvre ce calendrier. 2023, c'est dans 2 ans et demi, et là, on aura déjà les premières fermetures de centrales. Est-ce qu'on aura construit suffisamment de centrales au gaz? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est le gaz qui va remplacer le nucléaire qui va être fermé. On n'aura pas la possibilité d'avoir suffisamment d'énergie verte, donc on va devoir remplacer nos chaudières, nos centrales nucléaires par des centrales au gaz. Est-ce qu'on aura assez de gaz pour pouvoir avoir la quantité à un prix convenable? Je n'en suis pas certain. Et donc, il est important qu'on ait une étude pour objectiver cela et, le cas échéant, prendre les décisions qui s'imposeront. Oui. Un mot sur GSK, donc les licenciements annoncés par ce géant du secteur pharmaceutique. Ça peut aussi concerner des Bruxellois qui y travaillent. Est-ce que le gouvernement fédéral doit s'en mêler ou est-ce que c'est juste la région wallonne qui doit s'occuper de ce dossier? Tout d'abord, quand même, constater et regretter cette décision qui va toucher quand même plusieurs centaines de personnes. C'est toujours difficile pour les travailleurs qui sont concernés et cela c'est quand même un moment difficile pour eux. La région et Willy Borsu notamment vont prendre les mesures qui s'imposent pour accompagner cet exercice. Le fédéral peut aider, on sait qu'il y a des mesures de prépension potentielles, et donc je sais que Sophie Wilmès est très attentive à ce dossier et qu'elles nous seront à la disposition des autorités régionales si nécessaire pour éventuellement aider. Mais donc des prépensions, ça c'est envisageable, c'est la compétence de Nathalie Meuil qui est en charge de l'emploi
l'emploi au gouvernement fédéral. C'est une piste. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, parce que je ne connais pas suffisamment le dossier sur le fond. On sait aussi que ici, on est simplement dans une restructuration. On n'est pas dans une fermeture. C'est plutôt un accompagnement. Et donc, est-ce que c'est de ça dont l'entreprise a besoin et dont les travailleurs ont besoin? Je n'en sais rien. Peut-être que c'est plutôt des mesures de reclassement qui sont utiles. Et donc, en fonction de cela, on est disponible. Je ne dis pas que c'est les prépensions qui doivent être mises sur la table, parce que peut-être que ce n'est pas ça la solution. Mais le débat devra avoir lieu. En tout cas, on est ouvert pour aider. Un dernier mot, David Claraval, la buveuse d'absinthe, cette aquarelle qu'on a retrouvée donc à la Bibliothèque Royale, on va la rendre? C'est un artiste namurois, vous savez que je viens de la province de Namur, qui a Félicien Rops, avait dessiné cela. Et on a découvert que la Bibliothèque Royale avait acheté ce tableau, cette aquarelle, visiblement un recel d'une famille qui avait été spoliée par les nazis. Que ce soit clair, la bibliothèque a fait les choses de manière tout à fait correcte. En 1968, elle a acheté de manière légale, dans une vente légale, ce tableau à quelqu'un qui vendait ça de manière totalement légale. Par contre, il semblerait en effet que préalablement à cela, en 1942, ce soit le régime de Vichy qui se soit emparé de cette... et donc, il y a une procédure qui existe dans ces cas-là. C'est la Convention de Washington. Et j'ai déjà déclaré que nous étions évidemment... Parce que vous êtes le ministre de tutelle. Je suis le ministre également de la politique scientifique, que nous étions tout à fait disposés à le rendre, si évidemment les ayants droit le réclament et si on sait, ils n'ont pas eu d'autres indemnisations par ailleurs. Donc, on est ouvert, on est prêt à le rendre, voire même à indemniser, si évidemment les conditions sont respectées. Merci beaucoup, David Claraval, d'avoir été l'invité de BX1.